Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Saïd Mekari. Je suis directeur de la recherche ici au Centre de formation médicale. Aujourd'hui, on a un plaisir d'accueillir Dr. Antonios El-Helou pour nous parler un petit peu de la stimulation cérébrale profonde et la future de la neuromodulation. Donc, Dr. El-Helou est un neurochirurgien exerçant à l'hôpital de Moncton et enseignant à l'Université de Sherbrooke au Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick et à la faculté de médecine de Dalhousie University. Après avoir obtenu son diplôme de médecine au Liban, il a complété sa résidence en neurochirurgie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, c'était un mot dur à dire, à Paris, où il a reçu le prix du meilleur résident étranger en 2014. La même année, il a obtenu la certification européenne en neurochirurgie. Spécialisé dans les troubles du mouvement, l'épilepsie et la douleur chronique, le Dr El-Helou a développé un programme de neurochirurgie fonctionnelle ici au Nouveau-Brunswick. Sa passion pour l'innovation le conduit à travailler sur des procédures avancées, notamment la stimulation cérébrale profonde, dont il va nous parler aujourd'hui. Membre du conseil de la Société canadienne de neuromodulation, le Dr El-Helou contribue activement à l'évolution de la neurochirurgie fonctionnelle, alliant expertise clinique et recherche de pointe pour améliorer la qualité de vie de ses patients et patientes. Donc, ça me fait énormément plaisir de vous accueillir aujourd'hui, Dr. El-Helou. Avant de commencer, juste un petit rappel pour tout le monde, s'il vous plaît, gardez vos caméras et vos microphones fermés pendant la présentation et par la suite, vous aurez la chance de poser vos questions au Dr. El-Helou à la fin. Donc, Dr. El-Helou, je vous laisse la parole. Merci. Je vous remercie déjà pour l'invitation pour la conférence mensuelle. Et merci, Dr. Mekari, pour cette introduction. Je vais essayer de partager ma présentation. Donc, commencer la présentation avec la stimulation cérébrale profonde et le futur de la neuromodulation. Je commence juste avec mes divulgations. Il n'y a rien qui a été utilisé dans cette présentation-là, mais je reçois des financements de recherche par Abbott et je suis membre consultatif du comité national avec Medtronic. Une partie de cette présentation a été faite avec l'aide de ChatGPT. Ça va être mon plan de discussion aujourd'hui. En allant avec la neuromodulation et la stimulation cérébrale profonde, je vais faire un petit aperçu à propos de la maladie de Parkinson, les différents traitements, surtout aussi les autres troubles du mouvement, parce que ça fait une grande partie des maladies qui sont traitées par la stimulation cérébrale profonde. Qu'est-ce que les troubles du mouvement? Les troubles du mouvement regroupent ces différentes affections neurologiques. En général, ça altère la fonction motrice. Ce qui est plus affecté, c'est la mobilité des patients. Il y a deux types, l'hyperkinétique. Les hyperkinétiques, c'est-à-dire des tremblements excessifs, c'est-à-dire un tremblement actif comme le tremblement essentiel, les contractions musculaires involontaires comme la dystonie, les tics comme dans la maladie de Gilles de la Tourette, mais aussi les hypokinétiques telles que la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, c'est un ralentissement général, mais surtout, c'est des limitations de la mobilité des patients. La physiopathologie, en gros, on ne va pas aller en détail, ce n'est pas le but de cette présentation aujourd'hui, c'est une altération des neurotransmetteurs. Comme on voit sur cette diapositive, au niveau de la maladie de Parkinson, c'est les récepteurs dopaminergiques qui sont affectés. On a une bradykinésie, donc c'est un ralentissement, on a une rigidité. Au niveau du tremblement essentiel ou de la dystonie, c'est une atteinte surtout sérotoninergique ou GABAergique. Et au niveau du cervelet et des noyaux de base, comme dans la maladie de Parkinson. Donc, les neurotransmetteurs sont les plus importants
dans la physiopathologie de la maladie de Parkinson. Cette diapo, je pense qu'il y a des étudiants en médecine ici. Cette diapo vient d'une auteur qui est une référence anatomique. C'est vraiment très schématique. Ça montre un patient parkinsonien qui est vraiment lent, qui a des tremblements, qui est rigide. Avec ça, on voit que l'affection est au niveau de la dopamine, au niveau des noyaux de base, alors que dans l'autre partie, juste là, c'est un patient qui a une maladie de Huntington qui est génétique, qui est reliée à l'affection des récepteurs GABA ou de la maladie GABA-RJ, qui a des mouvements de Corée, donc c'est hyperactif et qui montre une démence précoce. Ça, c'est la différence, juste dans le même endroit dans le cerveau, dans la même partie anatomique du cerveau, on peut avoir deux différents types de récepteurs, deux différents types de neurotransmetteurs qui sont affectés, qui donnent complètement différentes maladies. Donc, c'est une perte de la dopamine dans la substance noire, dans la partie du pars compacta. Avec le temps, comme on sait, dans la maladie de Parkinson, il y a une démence qui se développe et cette démence est reliée à l'accumulation des corps de Lewy, ce qui va donner la partie avancée ou la maladie avancée de Parkinson. Un autre schéma représentatif, un peu juste pour expliquer à nouveau les récepteurs. Au niveau dans A, on voit qu'il y a la rétroaction négative et l'inhibition et l'excitation au niveau des noyaux de la base. On voit que dans la maladie de Parkinson, quand la substance noire est affectée, il y a moins de système excitatoire pour le contrôle. Donc, ce qui va être activé en plus, c'est l'inhibition. L'inhibition est faite par la GABA, qui est un des neurotransmetteurs. Alors que quand on fait la stimulation cérébrale profonde, l'excitation va être activée à nouveau et on revient à l'état d'inhibition normale du cerveau. Les symptômes, le ralentissement, les tremblements de repos, il y a toujours une asymétrie chez les patients, une rigidité, instabilité posturale, tout ça. Il y a d'autres symptômes qui ne sont pas moteurs. Et ça, c'est ces symptômes qui sont importants. Le déclin cognitif, la dépression, ça vient toujours un peu dans la maladie avancée. Par contre, les troubles du sommeil et la constipation sont toujours avant la maladie. Ça apparaît la majorité du temps avant les symptômes moteurs. Si on prend les patients parkinsoniens qui ont été diagnostiqués cliniquement avec des troubles moteurs, si on les questionne un peu, ils rapportent des troubles de sommeil paradoxal et une constipation qui revient à des années et des années avant l'apparition de la maladie clinique. Est-ce qu'il y a des imageries? Oui, il y a des imageries, mais la maladie ou le diagnostic de Parkinson reste un diagnostic clinique. Quand il y a un doute, on utilise des imageries. Sur cette diapositive, on voit ce qu'on appelle le DAT scan. C'est une tomographie à émission de positons avec des marqueurs de dopamine. Et comme vous le voyez, quand la dopamine manque dans le cerveau, c'est dans le cadre de maladie de Parkinson, il y a moins de récepteurs qui captent, il y a moins de dopamine qui est produite. La thérapie médicamenteuse reste le premier traitement de la maladie de Parkinson. Le plus efficace et le plus connu, le plus utilisé, c'est le levocarbidopa. Je ne veux pas m'attarder sur les autres médicaments. Les pompes, la pompe à apomorphine, c'est une ancienne thérapie, c'est un traitement sous-cutané. L'avantage des pompes, c'est ça aide à réduire les fluctuations. C'est-à-dire, les gens qui ont la maladie de Parkinson, ils prennent leurs médicaments, ils vont attendre un certain temps pour que le médicament commence à donner effet. Puis après ça, l'effet du médicament va partir, ils vont attendre leur prochaine dose. Ça, c'est ce qu'on appelle les phases off. Et en plus de ça, les médicaments peuvent donner une dyskinésie, c'est-à-dire des effets secondaires, des mouvements incontrôlés au niveau des articulations, alors que les pompes ont réduit ces fluctuations. Pourquoi? Parce que la pompe va donner un traitement d'une manière continue par rapport à la prise de médicaments à plusieurs fréquences. Là, ça va éviter la gastroparésie qui est connue chez les patients parkinsoniens. Donc, ils vont avoir le traitement directement dans le duodénum et l'effet va continuer ça va rester d'une manière continue toute la journée
La difficulté avec la pompe, c'est que, c'est une chirurgie, il y a plusieurs types de pompes, mais aussi il y a besoin de soins infirmiers qui est pas mal régulier et qui n'est pas offert pour tous les patients. Parce que ces gens-là doivent être chez eux à la maison, mais ils ont besoin que cette pompe soit remplie ou il y a changement de cartouche. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de soins réguliers, de soins infirmiers réguliers. J'ai gardé ce slide en anglais juste parce que c'est une nouvelle pompe, c'est la Bosch Levodopa. Elle a été approuvée au Canada récemment. Elle a beaucoup d'avantages. C'est une injection sous-cutanée. Elle n'est pas en duodénal, donc la chirurgie est moins risquée. Et juste le 24 janvier, comme vous le voyez, ça a été approuvé presque dans toutes les provinces et les territoires canadiens pour un ajout aux possibilités ou au traitement de la maladie de Parkinson. La thérapie chirurgicale, dans la thérapie chirurgicale, il y a stimulation cérébrale profonde, ça fait à peu près 30 ans. Cette chirurgie qui a été décrite en France au début avec professeur Benabid, qui après s'est répandue dans tout le monde. Elle est devenue plus connue et approuvée en nord de l'Amérique dans les années 2000-2001 entre les États-Unis et le Canada. Il y a toujours les procédures lésionnelles. Ces procédures qui étaient avant l'ablation directe, c'est une thermocoagulation. On va voir après, on va vers une région spécifique du cerveau dans une cible donnée et puis on va coaguler. Le problème avec les procédures lésionnelles, c'est irréversible. Donc, si le calcul de cible n'est pas exact, on peut créer une lésion dans un endroit non désirable et c'est pas réversible. Donc, c'est une lésion qui est complètement, ça détruit un endroit spécifique. Récemment, avec le Gamma Knife et le Focus Ultrasound à haute fréquence, on revient un peu aux procédures lésionnelles, surtout chez les patients qui ne qualifient pas à la stimulation cérébrale profonde. Le Focus Ultrasound n'est pas trop disponible. Par exemple, au Canada, il y a juste à Toronto et à Calgary qu'il y a des machines pour ça. Et ça reste une procédure qui coûte cher. Elle est utilisée pour d'autres indications, pour ouvrir la barrière hématoméningée, pour délivrer des traitements, surtout dans le contexte de cancer. Mais ça aussi, ça peut créer des lésions dans le cerveau qu'on peut utiliser dans les maladies de Parkinson. Je vais juste faire un petit aperçu rapide sur les tremblements essentiels. L'opposé avec le Parkinson, c'est un tremblement actif. Le dysfonctionnement est surtout cérébelleux. Ça peut être génétique. Le problème, c'est pas la dopamine, c'est une réduction de l'inhibition. Donc, le GABA qui inhibe les mouvements excessifs est affecté. Il y a plusieurs facteurs déclenchants. On garde toujours le même principe, le traitement médicamenteux en premier. La stimulation cérébrale profonde peut être pour les cas réfractaires ou si vraiment la qualité de vie est affectée par le tremblement essentiel. Surtout que dans le tremblement essentiel, il n'y a pas une atteinte cognitive, il n'y a pas un dysfonctionnement au niveau cérébral. Donc, ces gens-là ont toutes leur tête, comme on dit, et ils peuvent fonctionner d'une manière assez bien, mais par contre, ils sont limités, surtout avec un tremblement au niveau des mains. Parfois, c'est assez sévère qu'ils n'arrivent même plus à manger, même plus à écrire. La dystonie, une autre maladie aussi dans le trouble du mouvement, en général, une contraction involontaire, musculaire involontaire. Plusieurs théories, un déséquilibre dopamine GABAergique et glutamate. Surtout en dystonie, il faut toujours se souligner, il y a un gros facteur génétique. Le DYT1, c'est le gène qui est responsable de la majorité des dystonies, surtout les dystonies qui commencent à un âge jeune. Mais actuellement, si je ne me trompe pas, il y a 26 DYT qui ont été déjà décrites, qui reviennent à des origines spécifiques, à des régions spécifiques ou à des différentes formes de dystonie. Le traitement un peu moins médicamenteux, surtout plus physiothérapie, la toxine botulinique, les injections, mais aussi la stimulation cérébrale profonde joue un rôle dans la toxine botulinique. Là, j'ai fini un peu l'introduction pour dire quelles sont les maladies qui peuvent être traitées par la stimulation cérébrale profonde. Il y a d'autres maladies où les patients sont candidats à la stimulation cérébrale profonde.
On va revoir ça à la fin de cette présentation. Donc, qu'est-ce que la stimulation cérébrale profonde? C'est une procédure chirurgicale, donc il faut qu'il y ait une chirurgie avec laquelle on introduit des électrodes. Ces électrodes, ils ont plusieurs contacts. La majorité, le plus connu, c'est 4 contacts, mais récemment, il y a des compagnies qui ont développé des électrodes jusqu'à 16 contacts. On les implante dans un endroit spécifique au niveau du cerveau, qu'on appelle la cible. Et cette cible va modifier l'activité cérébrale pour essayer de contrôler une certaine maladie. Cette diapo explique où on peut utiliser la stimulation cérébrale profonde. Et puis, si on regarde, on voit que maintenant, à l'heure actuelle, on peut l'utiliser pour plusieurs types de maladies. Ce qui est approuvé, la maladie de Parkinson, la dystonie, le tremblement essentiel, les épilepsies réfractaires vraiment très spécifiques, les troubles obsessifs compulsifs et la dépression. Les autres sont toujours dans le cadre des études cliniques ou des séries de cas qui ont été rapportés. Là, une IRM avec une reconstruction qui montre les électrodes. Comme vous pouvez voir, c'est 4 contacts. Ça, c'est les noyaux sous-thalamiques. C'est notre cible dans la maladie de Parkinson. Ça, c'est le globus pallidus. Ça, c'est l'interne. Ça, c'est l'externe. Ça, c'est le noyau rouge. Comme vous voyez, c'est le noyau sous-thalamique est divisé en 3 parties. On essaie toujours d'implanter dans la partie postérieure, qui est la partie motrice, pour éviter l'implant dans la partie exécutive. On va voir pourquoi. Le mécanisme d'action, comme on l'avait dit, c'est changement d'activité au niveau des circuits neuronaux pour ajuster l'activité au niveau des circuits thalamo-corticales. Il y a plusieurs hypothèses. La stimulation à haute fréquence peut créer ce qu'on appelle un brouillage ou un jamming. Donc, il y a un message neuronal qui va circuler, qui n'est pas le message normal. Et ce nouveau message va créer le nouveau état de contrôle des symptômes de la maladie. Donc, il va donner un message thalamo-cortical qui va contrôler les symptômes de la maladie. L'autre possibilité, c'est qu'en stimulant une partie ou une cible donnée avec cette haute fréquence à 130 Hz ou 120 Hz, allant de 110 à 140, on va créer une inhibition de circuits inhibiteurs, ce qui va donner la chance à ce qui reste de la dopamine, par exemple, dans la maladie de Parkinson, aux circuits excitateurs de donner leur fonction. Les cibles courantes pour la Parkinson, les noyaux sous-thalamiques surtout, parce que c'est la cible la plus efficace pour les symptômes moteurs. Par contre, on peut utiliser le globus pallidus interne pour la maladie de Parkinson chez les patients qui ont des troubles cognitifs mineurs et que la maladie affecte leur qualité de vie. Le globus pallidus interne pour la dystonie, le noyau ventral intermédiaire du thalamus pour pour le tremblement essentiel. Mais avec le temps, on a découvert que le noyau ventral du thalamus, c'est la partie inférieure du thalamus. On a découvert qu'il y avait une zone qu'on appelait zona incerta, qui, avant, on ne savait pas vraiment beaucoup la fonction. La stimulation dans la zona incerta, qui est juste un petit peu plus bas que le noyau ventral intermédiaire, aide à améliorer les symptômes dans les troubles, dans le tremblement essentiel. Si on prend pour la dépression ou les maladies psychiatriques, là, il y a plusieurs cibles. Les cibles c'est vraiment toutes des essais. Si on voit sur le schéma, l'addiction, le trouble amnésique, tout ça, les TOC, c'est toutes des cibles différentes. Le problème, c'est que à date, c'est des cas de série et ce n'est pas des grandes séries où c'est des études randomisées, contrôlées qui ont montré que cette stimulation est effective. Par contre, si on voit sur le schéma, ce côté-là, on voit les électrodes qui sont dans le noyau sous-thalamique et ça, c'est une typique stimulation dans le cadre de la maladie de Parkinson. Qui est candidat? Dans la maladie de Parkinson, la stimulation cérébrale profonde, c'est
pas bien mis avancé. C'est avancé veut dire qu'il y a une limitation de la motricité. Il y a beaucoup de complications motrices, même avec la prise de médicaments. Donc, des patients qui sont vraiment trop dépendants de médicaments, plusieurs prises de fortes doses de médicaments, qui ont des dyskinésies en relation avec leurs médicaments, ça, c'est les meilleurs candidats pour, pour être traités par la stimulation cérébrale profonde. Les gens qui commencent à avoir une sorte de non-réponse au traitement médical. Parce que s'ils ne répondent plus au traitement médical, ils sont plus candidats à la stimulation cérébrale profonde. Donc, ça prend du temps. Ils doivent essayer les médicaments. À un moment donné, on commence à avoir une efficacité moins importante des médicaments. Là, on peut les considérer comme candidats à la maladie de Parkinson. Et surtout, il faut avoir une stabilité psychiatrique et cognitive parce que une stimulation profonde peut changer, comme on l'a vu, dans les neurotransmetteurs et ça peut créer une déstabilisation cognitive ou ça peut créer une aggravation au niveau des maladies psychiatriques, surtout s'il y a une dépression sévère qui est connue. La chirurgie en tant que telle, c'est une chirurgie qui est un peu longue. Ça prend à peu près une journée opératoire. Il y a toujours une planification préopératoire et il y a une étude physiologique préopératoire pour vraiment trouver la cible qu'on cherche pour pouvoir implanter. Qu'est-ce que la planification préopératoire? On rend le cerveau comme si c'était une sphère. Dans le cerveau, il y a une partie qu'on appelle la commissure antérieure et la commissure postérieure. Le milieu de cette ligne qui joint les deux, c'est le centre de cette sphère. Donc, on met le cadre stéréotaxique, comme vous le voyez, c'est un peu schématique. Donc, c'est un cadre qui va être aux alentours de la tête. Avec ce cadre-là, on obtient une IRM ou un scan cérébral. Et avec les marqueurs qu'on a, on va rendre la tête comme une sphère. Et à partir de cette sphère-là, on va avoir les coordonnées trigonométriques, les X, Y et Z, pour pouvoir déterminer notre cible. Ça, c'est l'un de nos patients. Et la cible est vraiment très schématique. Donc, ça, c'est une IRM qui était x10. On voit les noyaux rouges, on voit ce qui ressemble aux noyaux sous-thalamiques. Et ça va être notre cible. Ces cibles sont faites sur des calculs mathématiques et sur des c'est des calculs mathématiques. Puis après ça, on va trouver notre trajet. Je ne sais pas si ça va marcher pour la vidéo. La partie, quand on implante, c'est des électrodes temporaires pour essayer de trouver notre cible particulière. Dans ce cas, on faisait une stimulation du noyau sous-thalamique. Et vous voyez les pics qui sont là et les pics qui sont là. C'est spécifique au noyau sous-thalamique. Dans différents noyaux du cerveau, on a différentes réponses de cellulaires. Et l'importance de ça, c'est on peut différencier entre le noyau sous-thalamique, le thalamus, la zone incerta. On peut aussi différencier du GPI. C'est tout bien enregistré durant la chirurgie. Je peux... Donc, on met le cadre stéréotactique, on obtient les images, c'est un peu le cadre, ça c'était lors de notre simulation ici. On a notre Y, Z et puis on a le X sur une autre partie du cadre qui s'accroche. Les coordonnées sont toujours accrochées parce que c'est très important. Les coordonnées qu'on a au niveau, on peut pas les rater, on peut pas les changer. C'est une cible vraiment spécifique. C'est une partie anatomique du cerveau qui est vraiment trop petite. Donc, il faut vraiment être dans le bon endroit pour avoir le meilleur résultat. Après ça, on implante les électrodes temporaires. Dès qu'on a une bonne réponse physiologique, on implante les électrodes définitives. Et comme vous le voyez, c'est vraiment, on veut qu'on soit dans le centre de cette sphère, avoir un ou deux contacts dans ces centres-là, dans ce qu'on a étudié comme électrophysiologie. On a plusieurs outils pour utiliser ça. On a une machine pour planifier, pour éviter les vaisseaux du cerveau. On va voir un peu plus tard. À la fin de la chirurgie, ça ressemble à ça. Il y a deux électrodes qui sont implantées assez profondément dans le cerveau, connectées à une extension, puis une batterie qu'on appelle le pacemaker. C'est ça le générateur, c'est le générateur électrique qui va donner les pulsations à une fréquence donnée, à une intensité donnée pour
aider dans les symptômes de la maladie. Ça, c'est l'un de nos patients. Les vidéos ont été prises avec... il a accepté, puis il a consenti pour ça. Je vais montrer avant et après la chirurgie. Donc, on va voir un peu l'évolution de la maladie de Parkinson. Je commence avec la première vidéo. C'est patient. On va voir la marche. C'est une marche qui est à petits pas, lente. Il n'y a pas un gros ballon au niveau des mains. Puis si vous regardez sa main, son pouce de la main gauche, après vous voyez sa droite, il est en train de trembler. Puis sa rotation, elle était assez limitée. Donc les pas sont petits, il n'est pas stable. On voit que quand il marche, c'est vraiment une marche typique de la maladie de Parkinson. Après sa stimulation profonde, on va voir que ses pas sont beaucoup mieux. Il est plus stable. À la fin du couloir, vous allez voir quand il commence à tourner, il va tourner d'une manière beaucoup plus rapide. Puis même cette canne qu'il utilisait, il n'en a plus besoin. Et on voit le ballon des mains qui commence à être de mieux en mieux. Et en ayant le ballon de main, on ne voit pas le tremblement. Puis on voit sa rotation, elle était de moins en moins limitée. La chirurgie, c'est une chirurgie crânienne, c'est une chirurgie cérébrale. Il y a toujours des risques et les risques sont minimes, mais sont là. Une hémorragie cérébrale qui peut causer un accident vasculaire cérébral. On est dans le noyau de base, on est proche du thalamus, on est proche de la capsule interne. Ça peut même causer, si c'est un gros accident vasculaire cérébral hémorragique, ça va causer une hémiplégie. On vient pour faire une chirurgie pour améliorer la qualité de vie, on peut la rendre pire. Les risques sont vraiment faibles. Le risque d'infection, c'est on utilise un matériel étranger, donc c'est un risque qui est aussi important. C'est pour ça que les gens qui sont à fort risque d'infection, parfois, on évite la chirurgie. Les électrodes peuvent casser, peuvent attirer, mais elles sont assez résistantes. Puis j'étais à Medtronic dans leur laboratoire, puis j'ai vu combien elles sont résistantes et comment ils font les études sur les électrodes. Et c'est impressionnant, avec plusieurs tonnes. Ça reste toujours résistante. Les batteries, même les nouvelles batteries, même les batteries rechargeables, ça reste toujours des batteries. Donc, à un moment donné, il faut les changer. La moyenne de vie pour les nouvelles batteries, c'est 3 à 5 ans, dépendamment du niveau de stimulation. Ça reste une chirurgie mineure pour changer la batterie. On remplace juste le pacemaker qu'on met dans le thorax. Ce qui est plus important, et ce qui est plus important aussi dans la sélection des patients, c'est que la stimulation peut créer un état cognitif ou aggraver une maladie cognitive, peut aggraver une maladie de trouble de l'humeur. Il peut y avoir d'autres maladies associées si le ciblage n'a pas été bien fait, si les patients n'ont pas été bien sélectionnés. Donc, c'est la chirurgie de référence pour la maladie de Parkinson. Il y a beaucoup de progression. L'un des progrès dans la stimulation cérébrale profonde, c'est la stimulation adaptive. C'est des boucles fermées. On ne l'a pas encore ici. C'est des boucles où la batterie, où les électrodes vont capter quand le patient n'est pas bien pour lui donner plus de stimulation. Et comme ça, le patient n'aurait pas besoin d'ajuster sa stimulation lui-même. Par contre, les effets seront meilleurs, surtout sur la fonction motrice. Ce qu'on a maintenant, c'est les nouvelles batteries où on peut revoir d'une manière ultérieure les ondes anormales, ce qu'on appelle les bêta waves, les ondes bêta qui sont anormales, et on peut ajuster la stimulation là où on a le plus de ondes anormales dans les noyaux sous-thalamiques ou dans le globus pallidus pour améliorer la qualité de la stimulation pour les patients. Ce slide, ça revient depuis longtemps. Ça fait plus que 10-15 ans que les gens parlent de thérapie génique dans la maladie de Parkinson. Jusqu'à date, il n'y a pas eu un progrès majeur dans la thérapie génique par des cellules souches dans la maladie de Parkinson. Ce qui veut dire que la stimulation cérébrale profonde reste l'un des meilleurs traitements ou le traitement de référence chirurgicale pour cette maladie. Quelles sont les nouvelles indications dans la stimulation cérébrale profonde? L'épilepsie réfractaire. Oui, réfractaire, oui, ça existe. La définition d'une épilepsie réfractaire, c'est des patients qui sont
diagnostiqués par une épilepsie et qui sont résistants à 2 médicaments ou plus, où la dose est la dose maximale, la dose est la dose adéquate qu'il faut donner dans ces cas-là, mais les gens continuent à avoir des épilepsies. Il y a des techniques qui sont moins invasives, on va parler ultérieurement, mais l'une des nouvelles indications de la stimulation cérébrale profonde est l'épilepsie. Juste un petit schéma pour l'épilepsie, pour s'il y a des neurologues entre nous. La stimulation, c'est des noyaux thalamiques, surtout le noyau antérieur, parce que ça fait une partie dans le circuit de Papez qui est responsable de la propagation, en partie propagation de certains types d'épilepsie. Donc, c'est le seul approuvé actuellement au Canada, c'est le noyau antérieur, mais il y a d'autres noyaux qui peuvent être stimulés. Ça dépend aussi avec les études avec des électrodes profondes si on trouve la cible génératrice de l'épilepsie. Les douleurs neuropathiques, la majorité des douleurs neuropathiques sont traitées par d'autres types de stimulation ou des médicaments. Les douleurs qui restent un peu plus réfractaires, c'est des neuropathies du trijumeau, des douleurs faciales ou des douleurs neuropathiques suite à un accident vasculaire cérébral thalamique. C'est des douleurs qui sont assez intenses, qui rendent la qualité de vie assez... ils affectent beaucoup la qualité de vie. Et là, on peut faire une stimulation cérébrale profonde. Comme on voit, on commence à changer. On n'est plus dans le cadre d'une cible particulière, comme pour la maladie de Parkinson, comme pour les dystonies. On commence à faire d'autres cibles. On commence à stimuler des endroits dans le cerveau qui ne sont pas vraiment une cible anatomique. Par exemple, la substance grise périventriculaire ou au niveau de l'aqueduc de Sylvius. Donc, on est vraiment trop profond dans le cerveau. Ou au niveau de l'insula, il y a toujours les cibles connues comme dans le thalamus pour aider ces douleurs chroniques neuropathiques. Ça, c'est une nouvelle indication. Ça ne va pas aider pour réadapter les patients post-AVC. Ça va améliorer et ça va être un ajout pour la réadaptation classique qu'on connaît. C'est une étude qui vient de Cleveland Clinic avec l'équipe de Machado. Ça, c'était leur phase 1 qu'ils l'ont publié, mais il y a quelques semaines, dans la conférence nord-américaine, ils commencent leur phase 3. Et leur phase 3, c'est multicentrique, multi-international. Donc, ce qu'ils font, ils vont faire une stimulation qui n'est pas la classique qu'on rentre par le cerveau, une stimulation qui commence au niveau du cervelet pour stimuler le noyau dentelé du cervelet. Dans la stimulation du noyau dentelé du cervelet, c'est pour moduler l'activité dento-thalamo-corticale. Et ça a montré qu'avec la physiothérapie ou la réadaptation classique, il y a eu une amélioration, il y a eu une augmentation de la réponse et un meilleur résultat suite à des AVC, surtout chez les patients jeunes. Les maladies psychiatriques. Là, on ouvre une grande fenêtre. C'est assez vague, mais aussi c'est assez différent de la stimulation classique. On voit qu'avec le temps, dès que les gens ont commencé à faire les maladies psychiatriques, il y a de plus en plus de recherches. Dans les maladies psychiatriques spécifiquement, on n'est plus dans le cadre du cible, on est dans ce qu'on appelle les connectomes, c'est-à-dire les circuits cérébraux. On essaye de moduler les circuits. Donc, on n'a plus un noyau spécifique, on n'a plus une substance grise qu'on connaît la fonction, on connaît les neurotransmetteurs, on est en train de stimuler un circuit cérébral. On n'a pas encore beaucoup de recul comment ça fonctionne, mais on sait que ça fonctionne. On sait qu'il y a plusieurs patients qui ont eu de bons résultats avec ça. C'est différent de la maladie neurologique, mais ça donne des effets. Ça reste pas mal dans le cadre d'études, mais il y a des cas qui sont... S'il vous plaît, éteindez vos micros. Laissez, s'il vous plaît, la présentation terminée. Merci. Donc là, c'est
qui est un peu compliqué, mais c'est un schéma qui montre qu'on peut stimuler n'importe où dans le cerveau. C'est une stimulation qui peut arriver partout. On a des cibles qu'on connaît leur effet, qu'on connaît l'effet de la stimulation. On a de nouvelles cibles, on a de nouveaux trajets ou fibres qu'on peut stimuler pour d'autres maladies. Quels sont les autres types de neuromodulation? Il y a plusieurs types de neuromodulation. On était vraiment dans la stimulation cérébrale profonde. On est dans le cadre d'implants des électrodes au niveau du cerveau même. Il y a d'autres maladies qui sont traitées. Par exemple, la stimulation nerf occipitale, on est en sous-cutané, on stimule le nerf occipital. On peut avoir plusieurs positions, la manière dont on met ça. C'est un traitement pour les migraines réfractaires ou les céphalées réfractaires. C'est un traitement qui est minimal invasif. C'est un traitement qui aussi, on a besoin d'un pacemaker pour le traiter, mais ça aide beaucoup, surtout chez les gens qui commencent à être affectés dans leur vie quotidienne. La stimulation médulaire, c'est aussi connu. Les douleurs neuropathiques, surtout après les chirurgies spinales qui peuvent exister, en moyenne, c'est 10% des gens qui vont avoir ça dans l'algodystrophie ou le CRPS. Quelque chose qui est de nouveau dans les stimulateurs médulaires, c'est de nouvelles études. Ça a commencé à Lausanne il y a plusieurs années. Ils ont maintenant, je pense, une dizaine de patients. Les patients qui ont eu une atteinte médulaire suite à un accident, ils ont eu une stimulation médulaire qui a aidé avec leur réadaptation. Au début, on pensait qu'ils allaient marcher. C'est plus difficile de les faire marcher parce qu'il y a la partie proprioception qui n'est pas activée par la stimulation. Mais par contre, ça a aidé beaucoup sur les fonctions autonomes, surtout sur la fonction de la vessie, des sphincters et les fonctions sexuelles. Ça a aidé aussi pour les gens qui ont une atteinte médulaire avec une hypotension orthostatique. Leur tension artérielle a été de mieux en mieux. C'est prometteur. Il y a plusieurs centres qui le font un peu dans le cadre de leurs études. On a fait notre premier patient hier, donc on s'attend à voir comment ça va être avec la stimulation. La stimulation cortex moteur, on est aussi en épidural, on est à l'extérieur du cerveau, dans le cadre surtout des douleurs neuropathiques du trijumeau qui sont réfractaires, des gens qui ont eu plusieurs chirurgies ou plusieurs thérapies où la douleur persiste. La stimulation du ganglion dorsal, c'est stimuler la partie dorsale du ganglion, surtout dans le cas de douleurs régionales complexes ou CRPS. Il y a plusieurs fois qu'on pense que CRPS, c'est juste au niveau des membres, que CRPS, c'est juste après une fracture. Mais non, ça peut être après n'importe quelle chirurgie, après n'importe quelle intervention chirurgicale et plusieurs chirurgies. Les gens souffrent de douleurs plus longtemps et le pourcentage des gens qui vont souffrir de douleurs plus longtemps est élevé alors qu'on essaie de régler ça avec des médicaments la majorité du temps. La stimulation du nerf vague pour les épilepsies réfractaires, surtout. Pour la dépression aussi, le problème pour la dépression, c'est la partie psychiatrique qui ne sont pas encore trop impliqués dans la neuromodulation. Donc, les neurologues, ils sont assez impliqués pour gérer la partie épilepsie. Par contre, les psychiatres, ils ne sont pas encore impliqués dans la neuromodulation pour introduire ça dans la pratique de tous les jours. Le programme, je vais juste finir avec ça. Le programme au Nouveau-Brunswick, c'est une grande équipe multidisciplinaire de la neurochirurgie, neurologie, des neuropsychologues, travailleurs sociaux, psychiatres, infirmières cliniques en neuromodulation. Toute une équipe, c'est pas une seule personne qui fait ça. Le programme a commencé l'année passée. On a commencé avec une simulation parce que c'était une chirurgie qui est assez particulière, mais aussi qu'on a besoin que tout le monde soit vraiment préparé pour la première intervention chirurgicale. C'est un processus qui est un peu bien cadré pour le moment. Donc, c'est des références qu'on reçoit dans la clinique. Ça va pour une infirmière qui va faire le triage en fonction des facteurs d'exclusion. On va les revoir juste là dans la diapo suivante. Les patients sont vus par les neurologues. Après ça, si ils sont vraiment diagnostiqués par une maladie qu'on pourra avancer pour une stimulation cérébrale profonde, ils vont entrer dans le processus, ils vont être vus par plusieurs personnes, leur cas va être discuté
on fait les discussions une fois par mois avec toute l'équipe qui est présente. Puis si on retient l'indication pour la stimulation cérébrale profonde, ils vont être sélectionnés pour leur chirurgie. Donc, la référence, ce qui est le plus important dans la référence, s'il y a des médecins de famille entre nous, c'est les facteurs d'exclusion. Les facteurs d'exclusion ont été mis en prenant ce que d'autres centres font, en prenant plusieurs études, pour être sûr qu'on a la meilleure sélection, pour donner plus de chances à plus de personnes pour avoir leur stimulation faite. Ces critères de sélection sont sur le site de Horizon, mais aussi les médecins de famille, normalement, devraient avoir reçu un mail avec tous ces critères-là. On a déjà 6 interventions de stimulation cérébrale profonde ici au Nouveau-Brunswick depuis le mois de juin. Il y a juste eu un mois où il y a eu un problème technique qu'on n'a pas pu faire la chirurgie, mais les autres mois ont été faits. On a plusieurs de nos patients qui étaient déjà dans le média pour parler de leur expérience. Notre but, c'est augmenter l'accès et faire une expansion. On veut aller au-delà des troubles du mouvement. On est pour les troubles du mouvement, mais on veut aller pour plus avec toutes les nouvelles indications. Ça a besoin d'un financement, mais ça va venir. Je vais remercier l'équipe. Il y a quelques personnes qui sont présentes ici. C'est mes références et puis je suis ouvert aux questions. Merci beaucoup, Dr. El-Helou, pour cette belle présentation complète et très complexe et très intéressante. Donc, ça y est, devait partir pour réunion. Donc, je vais animer un peu ou modérer la partie questions. Donc, je vais l'ouvrir à ceux et celles qui sont présents. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez toujours aussi l'écrire dans le clavardage et puis je peux aussi la poser au Dr. El-Helou pour vous. Donc, je vous invite à lever votre main si vous avez une question. Oui, Mathieu. Bonjour Antonio, merci pour la bonne présentation, super intéressant. C'est tout le temps passionnant de voir comment évoluent différents domaines. Puis je vois que dans votre domaine, les choses ont grandement évolué. Ma question, c'est par rapport à les évaluations dans les études. Donc, pour la recherche, je sais que vous y allez des petits nombres de participants à la fois. Puis, on fait des case series, on documente les vidéos, comme vous avez montré. C'est très convaincant qu'il y a des effets vraiment bénéfiques de ces types d'interventions-là. Mais pour quantifier tout ça, comment vous y prenez? Est-ce que c'est plutôt les mesures motrices que vous utilisez ou d'autres marqueurs cliniques? Puis comment ça se passe? J'imagine que c'est du multicentrique, mais est-ce que vous faites partie d'études comme ça là, qui évaluent les effets d'intervention comme ça que vous avez présenté? Oui, merci beaucoup pour la question, Mathieu. Donc, pour les évaluations, je ne vais pas aller spécifiquement dans le cadre de maladie de Parkinson. Dans la maladie de Parkinson, en préopératoire, il y a ce qu'on appelle le UPDRS score, c'est Unified Parkinson Disease Score. C'est un score qui est assez connu. On évalue les patients sans leurs médicaments. On évalue les patients après leurs médicaments. Et là, on peut savoir quels patients sont des candidats, en sachant que l'effet que le médicament qui est la levodopa donne à ces patients va être reproduit par la stimulation cérébrale profonde. Donc, pour la maladie de Parkinson, pour les troubles du mouvement, dans chaque trouble du mouvement, il y a des scores spécifiques qui ont été validés depuis plusieurs années, qui sont utilisés et qu'on utilise pour l'évaluation post-opératoire de ces patients-là. Par contre, pour les nouvelles cibles ou une nouvelle indication, ça reste dans le cadre des études et comme vous l'avez dit, donc la participation avec des études, il y aurait des critères spécifiques qu'il faut suivre dans la sélection et dans la réponse pour valider vraiment si ça marche ou ça ne marche pas. Je peux donner un exemple. La stimulation du cortex moteur, elle n'est pas FDA approved, mais il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. On sait que des gens qui ont une névralgie trijumeau qui est réfractaire, qui ont besoin d'un traitement. On a fait une petite série ici. On a fait 6 patients
5 patients. On a fait 5 patients, puis les 5 patients ont eu une très bonne réduction de leurs narcotiques. Donc, c'est sûr que nous, le but, c'était que ces patients-là reviennent à la maison, qu'ils mangent mieux, qu'ils puissent sortir, tout ça. Mais là, on voit qu'ils ont eu une narcotique. Là, on participe à une étude qui est plus grande, avec plusieurs centres, dont 2 dans les États-Unis, aux États-Unis, pour essayer d'avoir une validation des scores et qu'est-ce qu'on cherche dans cette stimulation spécifique. Pour les études multicentriques, la seule étude qu'on commence maintenant, c'est le patient qu'on a implanté hier, c'est la stimulation médulaire pour l'atteinte médulaire suite à un accident. On travaille avec Stencasty, qui sont vraiment le centre qui va gérer ces patients, mais c'est une étude multicentrique canadienne et le centre de l'étude, c'est à Calgary. D'accord. Merci beaucoup. Oui, Ludivine. On a déjà parlé, mais parce que j'ai raté un petit morceau de ta présentation. Mais est-ce que ça a déjà été testé, la stimulation cérébrale profonde, pour des maladies plus dégénératives, comme je pensais surtout à l'atrophie corticale postérieure, par exemple, où on pourrait juste essayer de stimuler les zones occipitales ou bien le syndrome cortico-basal, tu vois, stimuler le pariétal droit et voir. Est-ce que ça a été testé, ça, déjà? Je pense pas. Ça pourrait être quelques cas qui ont été faits, mais je pense pas qu'il y a eu même des cas de série pour ça. Mais il y a beaucoup d'espoir avec la stimulation cérébelleuse maintenant, avec la stimulation des noyaux dentelés, à commencer à virer un peu des cibles qui étaient classiques, qu'on appelle, comme dans la maladie de Parkinson, pour essayer d'avoir de nouvelles cibles pour une réadaptation dans certaines maladies. Mais il n'y a pas eu vraiment d'autres types de stimulation, surtout dans le cas d'atrophie corticale postérieure, quelque chose comme ça. Merci pour ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, ben, je vous remercie beaucoup, le docteur El-Helou, pour la belle présentation, et merci à toutes et à tous d'être venus à notre conférence mensuelle. Donc, on se voit prochainement au mois d'avril pour la prochaine conférence. Donc, bon après-midi, bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir.